1. Et c'est parti. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinar. On va passer 1 heure ensemble, 45 minutes de présentation et puis ensuite des questions. Pendant toute la durée du webinar, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran et vous recevrez un replay de tout ce qu'on s'est dit, plus les slides. Donc voilà, en termes de prise de notes, prenez les notes qui vous font plaisir, mais vous aurez tout en vidéo derrière. Bonjour à tous les deux. On va se présenter rapidement. Donc Julie, je te laisse te présenter. Bonjour Kevin, bonjour Nathaniel, bonjour à tous. Moi je suis Julie, j'ai rejoint l'entreprise Aramis il y a 6 mois. Je suis DRH pour le périmètre France. Super. Moi, je m'appelle Nathaniel Philippe et je suis le fondateur et le CEO de A-Team, qui est une solution spécialisée sur les parcours collaborateurs, notamment le métier d'onboarding et d'offboarding. Ok, très clair. Bon, on va parler de qu'est-ce que c'est que l'onboarding, assez connu, l'offboarding un peu moins, on va en parler. Et donc, Kevin Bourgeois, je suis président cofondateur de Supermood. On est une solution de feedback où on crée des conversations dans les entreprises pour comprendre ce qui s'y passe. Voilà. Alors, je suis hyper content de faire ce webinaire aujourd'hui. Pour 2 raisons. Le thème est assez intéressant, donc c'est l'attractivité et la rétention des collaborateurs dans un contexte qui bouge pas mal. Et puis je suis hyper content de le faire avec toi Julie parce qu'on accompagne Aramis depuis 4 ans maintenant et vous êtes un des clients qui a gagné 50 points de satisfaction interne d'INPS et ça on le voit pas tous les jours. Donc c'est super. Et Nathaniel, vous travaillez avec Aramis depuis combien de temps déjà? Depuis à peu près 2 ans, je pense. Depuis 2 ans. 2 ans et demi, ouais. Donc vous avez vu passer tous les petits nouveaux de chez Aramis. Exactement. Okay. Exactement. Et on travaille avec Aramis et sur l'onboarding, mais pas que justement. Ouais. Aramis, c'est un des meilleurs clients sur l'utilisation de tous les parcours A-Team, avec la mobilité interne, le départ. Donc l'idée, c'est justement un petit peu de parler de retour, d'expérience, cas concret, ce que fait Aramis avec A-Team. Trop bien. Voilà. Et bien parfait. Alors, on va commencer juste par situer le contexte. Chez Aramis, vous êtes combien? C'est quoi le contexte actuel? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Aramis, alors pour rappeler un peu notre métier, ceux qui ne nous connaissent pas, Aramis, on est le leader et le pionnier de la vente en ligne de véhicules neufs et d'occasion. On est 750 aujourd'hui, on a beaucoup grossi. Et donc nos métiers, c'est à peu près, pour vous donner une idée, un tiers d'équipes commerciales, un tiers d'équipes qui sont justement dans le centre de reconditionnement, on va revenir dessus, je pense. On va parler de l'expérience collaborateur. C'est des métiers techniques. C'est des métiers techniques. On va avoir tous les métiers de la mécanique, de l'expertise auto, de la carrosserie, voilà, dans nos centres de reconditionnement. Et puis, on a l'autre tiers, c'est les fonctions support, back-office traditionnel, et puis tous les métiers de la tech avec des développeurs, des personnes qui sont dans la data, etc. Ok. Super. Alors, notre contexte actuel, c'est le contexte de l'automobile. Alors, l'automobile, vous le savez, c'est un profond bouleversement, une profonde mutation depuis 12 mois, un peu plus, avec une baisse drastique de la production de véhicules neufs et une augmentation pour nous, en conséquence des demandes clients de véhicules d'occasion. Donc voilà. Et puis l'autre élément fort de cette mutation, c'est toute la tendance de fond qui amène les consommateurs à se diriger vers la mobilité douce. Et donc toutes les demandes autour de véhicules équipés de systèmes hybrides, électriques, de bioéthanol, etc. Donc des gros changements pour nous. Et peut-être qu'on peut parler des impacts sur l'humain, du coup. Il y a plein qu'on doit gérer aujourd'hui. Il y a plein de tendances, voilà, et la grande démission, etc. Est-ce que c'est des choses que vous constatez? Comment ça se passe en interne? Alors, pour l'instant, sur ce volet de la grande démission, je pense que on est peut-être de manière un peu identique à ce qu'on constate en France, peut-être un peu en attente, en warning, mais on ne constate pas vraiment de démission massive. On sent que le marché est très dynamique depuis 12 mois. Donc voilà, grande démission, on y est vigilant et ça nous justement anime dans
dans ce qu'on fait au quotidien pour les équipes. Justement, travail sur l'expérience collaborateur, on va revenir dessus. Peut-être que pour vous donner un peu de clé sur ce que ce contexte a comme impact chez Aramis, pour nos collaborateurs, c'est nous, on a 2 enjeux clés. Le premier, c'est face à l'explosion de la demande de véhicules d'occasion, eh bien, il faut qu'on reconditionne de plus en plus de véhicules. Donc, on a un enjeu du coup de faire croître nos centres de reconditionnement. On vient d'en ouvrir un deuxième ces derniers mois à Nemours. Et donc, on recrute beaucoup de mécaniciens, d'experts automobiles, etc. On a 60 recrutements à faire d'ici la fin de l'année. Qui est un profil compliqué à trouver ou qui sont des profils assez spécifiques, plutôt rares. Donc, voilà, un gros enjeu d'attractivité, de recrutement et d'onboarding. Voilà. et puis, on a un enjeu on a un marché qui évolue beaucoup. Le gouvernement met en place des mesures différentes, notamment d'incitation ou de restrictions dans le cadre de cette mobilité douce et des mesures environnementales. Et donc, on a un enjeu pour nos équipes de former nos collaborateurs et de leur permettre d'être toujours à la pointe pour conseiller nos clients. Ok. Donc, ça bouge beaucoup. Ça bouge. Il y a des enjeux à la fois de forte croissance et en même temps de rétention des équipes qui sont présentes. Ok, très clair. Nathaniel, toi, tu vois pas mal les entrées et les sorties, justement, du monde du travail. Est-ce que grande démission, démission silencieuse, etc., est-ce que tu as des infos là-dessus? Peut-être qu'on peut aussi préciser pour nos auditeurs ce que c'est ta grande démission. Alors, je pense que vous en avez entendu parler. C'est un phénomène qui vient des États-Unis, où depuis 2 ans, en fait, il y a des millions de démissions, littéralement, tous les trimestres, des gens qui changent, en fait, de job. Donc, les gens disent qu'ils veulent un peu retrouver du sens, qu'ils ne se sentent plus bien dans leur boulot. Et donc, il y a des vagues entières de démissions. Et on regarde ce phénomène un peu en France avec une grande inquiétude en se disant, est-ce que ça va arriver? Et aujourd'hui, clairement, il y a des réalités très différentes selon les entreprises. On a des secteurs où, clairement, les entreprises n'arrivent pas à recruter, et pas simplement dans l'univers de la tech ou du conseil. On voit ça dans la restauration, dans l'hôtellerie. Il y a énormément de sujets sur ces secteurs-là impactés. Mais en revanche, tous les secteurs, et clairement, on voit avec Aramis, ce n'est pas encore là. Et la réalité du marché du travail français fait que c'est quand même plus rigide, le cadre réglementaire, et les gens sont peut-être plus attachés à leur travail qu'aux États-Unis. Mais alors, est-ce que ça amène pas justement à la démission silencieuse si on reste chez son employeur? C'est un sujet. Alors, la démission silencieuse, c'est un peu le nouveau buzz. Le nouveau mot à la mode là, depuis quelques semaines de la rentrée. Peut-être pour préciser également la notion, c'est de dire, en fait, on reste dans notre job, dans notre boulot, mais par contre, on n'en fait plus une. Ou alors, on fait le strict minimum. C'est assez triste, en fait. C'est assez triste pour à la fois, finalement, la personne et également l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'on a envie quand même d'avoir dans son entreprise des gens motivés, impliqués, et c'est finalement bon ni pour la personne, ni pour l'entreprise. Et donc, ce phénomène-là, aujourd'hui, pareil, ça vient des États-Unis, ça vient des réseaux sociaux. Sur TikTok, on voit des gens qui se mettent en scène par rapport à ça. Et là encore, en France, on n'a pas tout le retour ou le recul pour bien mesurer si c'est le cas. Chez A-Team, ça n'est pas le cas, je peux vous le dire. Je peux dire. Les gens sont très motivés, très impliqués, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que chez nos clients, c'est trop tôt pour te dire si vraiment ce phénomène de quiet quitting manque de recul est en place. Ok, c'est hyper intéressant. Et j'imagine que tes clients essayent aussi de prévenir plutôt que de se dire ça arrive. Fermons les yeux plutôt. Je pense que le sujet de la fidélisation, c'est vraiment un sujet qui, on le voit, est en train de monter énormément. Et en fait, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que des clients, j'allais dire des collaborateurs qu'on a du mal à recruter, sur lesquels on investit énormément, on peut se donner le plus de chances possible de les conserver dans un environnement où ils vont s'épanouir et en même temps vont, entre guillemets, être bénéfiques aussi pour l'entreprise. Je suppose que tu as les stats sur combien coûte un départ, un onboarding. Bien sûr, après, c'est vrai que l'onboarding, c'est un élément clé de la fidélisation. L'onboarding, peut-être pour préciser, c'est le processus d'arrivée qui démarre d'ailleurs avant l'arrivée, c'est tout l'intérêt, 2-3 mois avant et qui peut durer jusqu'à 1 an. Et on voit que tu as des stats sur le fait que 70% des gens qui ont
fait un process d'onboarding reste jusqu'à 3 ans dans l'entreprise. D'accord. C'est une étude. Tu as le coût d'un départ qui est 2 à 3 fois le coût d'un salarié. Donc, c'est entre 15 et 20 000 euros, tu vois, liés au coût d'un départ. Il y a énormément de stats sur l'onboarding et les raisons et les liens avec la fidélisation. Et donc, ce que nous disent nos clients, c'est que l'avantage de l'onboarding, c'est un peu une mesure facile à mettre en place dans le cadre de leur stratégie de fidélisation. Okay. Mais c'est qu'un élément parmi tant d'autres. Et il n'y a pas que l'onboarding, heureusement. Et même l'onboarding est un facteur parmi d'autres dès le départ sur la fidélisation aussi. Okay. Comme la rémunération. Alors ça, je peux prendre ma casquette Supermood. On définit, donc le terme d'engagement au travail est un terme qui est vachement utilisé et finalement qui n'a pas une vraie réalité psychologique, en tout cas. Le vrai engagement, quand on lit ce que disent les psychologues, c'est des engagements qui sont soit par rapport à un groupe, soit par rapport à l'entreprise en elle-même, soit par rapport à un métier. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut jouer sur tous ces leviers. L'entreprise elle-même, elle peut jouer sur la marque employeur, l'équité au sein de l'entreprise. Les managers peuvent jouer sur l'engagement de groupe ou avec les collègues. Et il y a aussi, ce qu'on oublie souvent, cet engagement métier. Donc là, je rebondis par rapport aux mécaniciens que vous recrutez. Est-ce que vous prenez, est-ce qu'il y a un onboarding spécifique pour eux? Est-ce que vous les attirez d'une façon différenciée ou c'est finalement, vous mettez en place la culture Aramis, qui est une super culture en avant? C'est la bonne question en fait, c'est comment on est attractif et comment on s'adapte à chaque métier, à chaque besoin de nos collaborateurs. Donc en effet, on a une culture forte chez Aramis qui est en place depuis plusieurs années maintenant et qui s'est développée autour du développement collaborateur. Et comment justement on va attirer des métiers pénuriques, surtout des métiers de mécaniciens, carrossiers, c'est des métiers et c'est des collaborateurs justement qui n'ont pas toujours eu, qui se sont faits eux-mêmes, qui n'ont pas toujours eu la possibilité d'avoir un encadrement qui les soutient ou d'être dans un univers justement où on se pose des questions, on travaille collectivement et en plus on parlait de la démission silencieuse. Moi je trouve que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est aussi les conditions dans lesquelles on place les collaborateurs, parce qu'il y en a quand même la plupart qui refusent de passer leur vie au travail et ça c'est très en lien aussi avec les attentes des nouvelles générations. Et donc, pour revenir sur la question de quelles sont les conditions qu'on crée pour que nos collaborateurs aient envie de venir et envie de rester, eh bien, c'est de travailler sur tous ces sujets-là. Ok. Ça me fait penser par rapport à, tu disais, les nouvelles générations, finalement, quelles sont les attentes de ces jeunes-là. Et alors, je rebondis, on a fait une étude, nous, sur l'alternance, les étudiants, sur qu'est-ce qu'ils veulent et pourquoi, notamment, un alternant sur 2 ne reste pas dans l'entreprise. Et en fait, pour un tiers d'entre eux, c'était l'ambiance. Et en fait, les gens veulent une ambiance. Ça paraît très... et pour parler avec d'autres collègues qui travaillent en finance ou dans le conseil, ils me disent, mais en fait, avec les startups et tout ce qui s'est passé, vous avez créé un cadre hyper attractif pour les jeunes et maintenant les jeunes ne peuvent travailler que dans des structures. C'est terrible. Non, mais donc l'ambiance, alors il y avait aussi la notion de management qui revenait beaucoup pour 30%. Mais en tout cas, cette notion d'ambiance était très importante et de donner du sens aussi finalement. Ils ont besoin d'adhérer à la mission, aux valeurs, de s'y retrouver. Je rebondis là-dessus. Donc, chez Supermood, on capte plein de données sur ce qui se passe au travail. Et donc, souvent, on dit on quitte pas un travail, on quitte son manager. En fait, c'est un peu galvaudé comme expression parce que le manager, il n'est pas tout seul avec son équipe. Il s'inscrit dans un environnement, dans une culture d'entreprise et plein d'autres choses. Donc, quand on parle d'ambiance, on peut parler de ses collègues, on peut parler du manager et on peut parler de toute la culture de l'entreprise. Et donc, c'est intéressant parce que l'étude montre que c'est un point crucial pour les jeunes, mais les leviers d'action d'une entreprise sont hyper multiples. De l'arrivée à la sortie, pendant les animes, etc. Ok, hyper intéressant. Concrètement, sur cette entrée-sortie, comment ça se passe chez Aramis? Quels sont les processus que vous avez mis en place? Donc, vous utilisez A-Team.
Vous utilisez A-Team dans une logique. A-Team, c'est une brique de tout ce que vous faites. Voilà. Comment ça vient supporter tout ce que vous faites? Ce qui est intéressant, ce qui est super intéressant pour nous dans le témoignage aujourd'hui de l'utilisation d'iTeam, c'est que grâce à iTeam, on a vraiment changé l'expérience collaborateur. Et c'est quelque chose d'hyper important. Alors, on vous a donné quelques éléments de détail pour vous aider à bien comprendre ce qu'on a mis en place. Ce qui a beaucoup changé, c'est la mise en place du pré-boarding. Donc, comme disait Nathaniel tout à l'heure, dès finalement l'acceptation du collaborateur de nous rejoindre, eh bien, on crée le lien. On crée le lien par ce pré-boarding parce que, évidemment, on l'aide à se rassurer sur tous les aspects légaux, administratifs, logistiques, mais surtout, on l'aide à commencer à se connecter avec son entreprise en lui donnant accès à son équipe, l'organisation de l'entreprise, son manager, et en travaillant, en ayant ces échanges possibles via le chat et d'autres éléments. Donc ça, c'est ultra important. Donc vous faites ce lien entre candidat et finalement collaborateur, et vous créez ce lien, et il n'y a pas de cassure entre je suis un candidat, j'attends quelques mois et puis je deviens collaborateur. Et ça change tout. Ouais, okay. Ça change tout parce que finalement, le collaborateur qui arrive chez Aramis le jour J, eh bien, il a l'impression déjà de connaître son entreprise, déjà de connaître son manager. Donc, on a ce lien continu. Et puis, on disait, Aramis a une culture très forte. Et donc, pour nous, et j'en ai fait l'expérience, évidemment, il y a 6 mois en arrivant, c'est ultra important de commencer à s'approprier cette culture qui est très différente, de bien comprendre les outils qu'on utilise, parce qu'il y a plein d'outils et des rituels qui nous permettent justement de nous mettre rapidement dans cette culture, avec des noms des fois un peu barbares, mais c'est important de les comprendre leur sens, comprendre à quoi ils servent, et puis d'arriver en ayant déjà cette acculturation qui est faite. Donc, ça, c'est une vraie révolution pour nous. Et puis, on vous a mis quelques statistiques, mais en tout cas, en termes de gain de temps, nous, on a réduit notre temps pour préparer l'onboarding de 80% au niveau de l'équipe RH. Donc, en termes de ROI, c'est pas mal. D'un point de vue administratif D'un point de vue administratif, organisation, parce qu'on a des workflows qui sont ultra bien rodés, qui sont en place. Et puis, c'est Julien qui a fait un super boulot. Petite dédicace à Julien. Merci Julien. Et puis, on a une vraie satisfaction collaborateur et un effet waouh, c'est ce que nous décrivent tous nos collaborateurs en arrivant. Et concrètement, si on donne des astuces aux auditeurs qui cet après-midi peuvent mettre en place quelque chose sur le pré-boarding, tu parlais d'accès au manager. Comment ça se passe? Est-ce que c'est je partage un WhatsApp? Comment ça se matérialise? Peut-être que sur le pré-boarding, par exemple, tu peux, tu as la vidéo par exemple du CEO qui peut te souhaiter la bienvenue, c'est toujours sympa. Tu vas avoir notamment un buddy ou un mentor qui peut aussi t'accompagner, donc tu vas avoir une équipe d'onboarding. C'est hyper rassurant, en plus du manager, ça permet de découvrir également d'autres personnes qui arrivent en même temps. Également une communauté de communauté, tu vois, une promo, une promo, exactement. Après, tu vas aussi être alimenté. Alors, tu vas séquencer les communications en disant, retrouve l'intranet ou retrouve tel événement. Tu peux déjà inviter le collaborateur à certains événements en amont de son arrivée pour lui prévenir justement de son planning d'intégration, ce genre de choses. Et tout ça, c'est géré par l'outil ou il y a quand même une animation, le sujet des promos, etc. C'est marrant parce que ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on a les SIRH qu'on connaît, qui sont des outils transactionnels en fait, où tu poses tes congés, tu récupères un bulletin de paye, tu signes un contrat. En fait, ce qu'on fait nous avec A-Team, c'est une solution expérience collaborateur orientée outils relationnels. C'est comment tu développes en fait ton lien en tant que collaborateur à 3 niveaux, avec l'entreprise, avec le manager et entre collaborateurs. Donc avec l'entreprise, c'est le sentiment d'appartenance, c'est la connaissance des valeurs, c'est tout ce qu'a écrit Julie sur justement s'acculturer à sa nouvelle entreprise. L'aspect relationnel, on parlait de promo, c'est comment tu rencontres d'autres gens qui arrivent en même temps et avoir aussi un mentor qui peut t'aider justement à créer du lien en fait entre les collaborateurs. Et ça, très concrètement, comment ça marche?
Très concrètement, tu vas avoir sur l'outil, tu vas avoir par exemple une visibilité sur tous les gens qui arrivent en même temps que toi. En tant que RH, tu peux avoir un système de messages qui demain sera connecté à tes outils de messagerie, mais tu peux créer des groupes et par exemple cibler tous les gens qui arrivent sur une année et leur envoyer des communications personnalisées, des vidéos, des événements. Tu peux animer en fait la promotion. Et après, tu as des systèmes même de matching pour que les gens puissent se rencontrer directement un petit peu de manière automatisée ou selon des règles que tu vas mettre en place pour que les gens puissent prendre un café virtuel ou un café super. Random coffee. Un peu ce genre de mécanique. Ok, super. Donc, tu as plein de choses et on parlait de créer ce lien. Et justement, l'intérêt et l'avantage, c'est tu vois, par rapport au SIRH, tu vas vraiment créer ce lien en fait fort pour le collaborateur à tous ces niveaux-là. Et ça va justement l'aider à monter en compétences. Tu vas gagner du temps au niveau des équipes RH. Tu vas impacter la fidélisation. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui font que justement tu vois un vrai intérêt aujourd'hui pour les entreprises à aller sur ce genre de pratique, qui est d'ailleurs, selon le baromètre Parlons RH, la première mesure en termes d'expérience collaborateur. L'onboarding, c'est la mesure phare des entreprises lorsqu'on parle d'améliorer l'expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les DRH en France pensent directement onboarding quand elles pensent… Clairement, dans leurs ateliers, c'est la mesure la plus simple et concrète à appliquer pour eux, avec évidemment Supermood aussi, qui a… Mais en réalité, c'est le feedback qu'on a des DRH, c'est pour eux, c'est facile, entre guillemets facile, parce qu'il y a une petite implème quand même à mettre en place, tu vois, de 4 à 5 semaines sur les contenus, mais qu'on peut aider. Et après, tu personnalises selon tes parcours, selon tes métiers. Et le après, tu personnalises m'intéresse parce que chez Aramis, vous avez une culture extrêmement forte de l'amélioration continue. Et donc, nous, on a pu voir en 18 mois Aramis gagner ses 50 points. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça n'a pas été des grandes marches d'escalier, ça a été un long fleuve tranquille vers cet engagement. Et puis maintenant, et ce qui est beau, c'est que c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose qui dure comme engagement. Donc, est-ce que tu as des exemples, Julie, sur des itérations que vous avez faites au fur et à mesure, des choses qui sont que vous avez découvert Oui, pour travailler notre engagement et notre SAT collaborateur, en effet, les 50 points, c'est les 50 points de l'INPS, puisqu'on a cet indicateur qui est en place maintenant depuis 2018. Est-ce que tu peux expliquer peut-être rapidement ce que c'est l'INPS ? L'INPS, alors je pense que tu serais mieux à même que moi d'expliquer ce que c'est l'INPS. Si on a bien fait notre boulot. L'INPS, c'est notre indicateur de recommandation collaborateur, donc de satisfaction collaborateur. Si nos collaborateurs recommanderaient leur entreprise, et c'est un indicateur qui est complètement similaire à celui qu'on a pour évaluer la satisfaction de nos clients. Et voilà, après, donc tu veux qu'on rentre un peu dans le détail. Le principe, globalement, est de dire, surtout pour des entreprises où vous avez un rapport avec le client qui est fort, c'est un collaborateur engagé fait un client qui est engagé. A envie de donner une expérience waouh à son client, voilà, s'il est content et s'il est satisfait. Ok, très clair. Et donc, si on revient sur ce sujet d'amélioration continue… Donc, en effet, alors, j'étais pas là, puisque je viens de rejoindre l'entreprise, mais en effet, Aramis a fait un énorme travail, justement, pour créer cette culture d'amélioration continue, pour mettre le collaborateur au centre de l'entreprise, et l'a fait de manière progressive, et en effet, waouh, par rapport à ce que Aramis a réussi à faire, honnêtement. Juste pour témoigner en arrivant, quand on arrive chez Aramis et quand on commence à aller visiter une agence avec des équipes commerciales qui sont en contact de des clients, quand on va dans les centres de reconditionnement, quand on va dans les différents services du siège, on voit que cette entreprise est en mouvement. Tout le monde est en mouvement et tout le monde a cet état, cette volonté d'aller chercher à améliorer la satisfaction client et d'aller toujours remettre en question pour aller chercher à faire plus de qualité, plus rapidement. Et donc, c'est une culture qui est très intéressante parce que ils ont travaillé sur trois leviers. Le premier, c'est évidemment créer la confiance mutuelle. C'est le levier fondamental quand on travaille l'expérience collaborateur.
à travers de tout un tas de choses, évidemment pour permettre aux collaborateurs de se sentir en sécurité, de se sentir dans de bonnes conditions de travail, avec justement une bonne ambiance d'équipe. On a chez nous, chez Aramis, on est pro et sympa, et à travailler aussi le modèle managérial. On est passé clairement de ce qu'on appelle le command and control, un peu à l'ancienne, à une posture managériale qui est plus sur le orient and support. Donc, les managers sont vraiment là pour aider à fixer les challenges du moment et puis à coacher, à faire se développer les collaborateurs. Et c'est vrai qu'il y a, juste pour donner quelques exemples, il y a pas mal de rituels qui ont été mis en place progressivement, notamment sur ces aspects-là, et aussi le deuxième pilier qui est de rendre nos collaborateurs autonomes. Ouais. Et donc, comment on fait chez Aramis pour rendre nos collaborateurs autonomes? Notamment, on les entraîne à identifier les problèmes. Qu'est-ce qui irrite nos clients? Qu'est-ce qui les frictions. Voilà, les frictions. Et donc, on les entraîne à avoir ce regard critique, une critique positive pour justement aller chercher l'amélioration continue, et on les exerce à résoudre des problèmes. À résoudre des problèmes. Quelle que soit la fonction. Quelle que soit la fonction, encore une fois. Et donc, je m'exerce à résoudre des problèmes en allant sur le terrain, en allant voir les vrais problèmes sur le terrain, et pas dans mon bureau, dans ma bulle. On a vraiment des rituels et des outils qui nous entraînent et qui font que chaque collaborateur est en permanence dans cette dynamique de recherche, de plus de qualité, de plus de ça. Et du coup, ça fait une excellente transition pour la suite, qui est les nouveaux. Je pense à ça. Là, on prend, alors pas le train en marche, la voiture en marche chez Aramis. Et on arrive dans, peut-être en tant que nouveau manager chez Aramis, je viens d'un autre groupe qui était plus command and control, justement. En plus, je vois qu'il y a une dynamique, un mouvement perpétuel. Avant de passer sur globalement comment on intègre bien des nouveaux managers, chez vous, quels sont les rituels, quels sont les outils que vous utilisez pour justement que ça vienne d'une promotion interne ou de l'extérieur pour animer ces managers? Alors, chez Aramis, on est très axé sur l'apprentissage sur le terrain et à l'apprentissage par le manager, par le mimétisme. Et donc, typiquement, un nouveau responsable d'agence qui intègre, on a 31 agences en France, qui intègre une agence, eh bien, il va passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à apprendre les métiers et à être en binôme avec le responsable d'agence sur place qui va lui apprendre le métier, qui va lui donner les clés. Il est déchargé de toute responsabilité opérationnelle. Responsabilité opérationnelle. Et ça, ça marche. C'est très puissant comme mode d'apprentissage. Et de rétention, je suppose. Et de rétention. Donc voilà, c'est un exemple que je peux donner sur la manière dont on intègre le nouveau manager. Hyper intéressant. C'est vrai que quand on pense onboarding, on pense souvent onboarding nouveaux collaborateurs. En fait, il y a une autre famille d'onboarding qui est l'onboarding interne. Donc ça, c'est en fait quand tu changes de poste, quand tu deviens manager, on parle même de reboarding aussi, quand tu reviens suite à une longue absence, tu vois, comme un congé parental, comment tu te réintègres un petit peu dans la boîte. Et il y a même des obligations légales pour les entreprises avec des entretiens de retour. Et donc, en fait, tu as une stat qui est marrante, c'est que tu as un tiers des managers qui regrettent d'être devenus managers. C'est intéressant. Ça, vous le voyez chez vos clients? C'est quelque chose. C'est un use case. On a quelques clients qui ont souscrit, mais ça reste encore assez nouveau. Donc les boîtes sont en train de se poser la question justement, est-ce qu'on y va ou pas sur ce type d'onboarding? Est-ce que c'est nouveau comme phénomène ou est-ce que on en prend conscience maintenant? En fait, il y avait déjà des contenus, tu vois, sur des LMS, en tant que manager, voilà ce qu'il faut faire, et les gens n'y allaient pas. Et donc, comment tu fais pour avoir un onboarding peut-être plus concret, plus pratique sur comment tu fais un one-to-one, ta première semaine, quels sont les bons rituels, la prise de feedback, les évals, comment tu les fais, avoir cette info un peu avant les évals et pas 6 mois avant parce qu'en fait, tu t'en fous de l'avoir 6 mois avant. Donc, en fait, l'onboarding des managers, c'est un vrai sujet qui devient de plus en plus important, surtout dans un contexte, on l'a tous vu, où il y a des arrêts maladie dans tous les sens, des problèmes psychosociaux. Et donc, les managers, souvent, sont un petit peu désemparés et sont en demande. C'est les retours qu'on a, pas forcément encore par la souscription de nouveaux outils, tu vois, mais il y a des demandes de managers, ce qu'on n'avait pas avant, auprès des DRH, sur comment je fais pour gérer ces arrêts maladie, comment je fais pour gérer
Le management à distance. Le management à distance, excellent sujet. Tu vois, tu parlais de contrôle, très dur pour des managers de passer sur ce type de modèle, puisque tu ne peux pas contrôler en fait le travail à distance. Ou alors tu mets des... Je voyais ce matin justement que Microsoft disait faut arrêter de vouloir contrôler et s'assurer que les gens travaillent à distance. En fait, c'est pas possible d'avoir des trackers, des choses qui existent aux États-Unis. Et tu vois, tu as beaucoup de managers qui sont en difficulté. Donc, comment tu développes des nouvelles postures, c'est très difficile. Et donc, par rapport à tout ça, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'accompagnement des managers. Et l'outil peut aider, mais pas que. Tu vois, l'outil peut être un facilitateur, peut être un système d'activation. Une étincelle ou une. Tu vois, un enabler de ce type de process. Mais la réalité, c'est que ça vient de l'entreprise, de sa culture, porté par des humains, des vrais, qui, tu vois, croient à ces choses-là et incarnent cette politique-là, parce que tu peux mettre le meilleur outil du monde dans une boîte qui en a rien à faire, entre guillemets, ou qui n'incarne pas ces valeurs-là, ça n'aura pas d'impact. Tout à fait. Voilà. Ouais, ça vient s'inscrire dans un environnement, etc. Exactement. Ça me permet de rebondir justement sur le fait que tout bouge vite. Là, donc on est une vieille startup avec Supermood, on a 6 ans déjà. Mais donc on a vu les évolutions du Covid, le post-Covid et aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que en fonction de la population qu'on interrogeait, parce que on peut interroger tout le monde et ensuite raffiner les résultats démographiquement, etc. On se rendait compte que les leviers de, par exemple, 2018 en engagement, les 3 top leviers avaient complètement changé aujourd'hui. Ouais. Et donc, c'est lesquels, du coup? Par exemple, le sens, c'est un cliché de le dire, mais le sens est remonté de façon continue depuis 4-5 ans. L'attention des entreprises à la charge mentale ou en tout cas à la quantité de travail à faire. C'est simple, on a une question qui est ma charge de travail est raisonnable. Et cette question, entre 2020 et 2021, donc pendant la période Covid, elle a fait 400% de croissance chez nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a une conscience des employeurs que la charge de travail a un impact forcément très fort. On se dit ça fait des siècles. Parce que les gens n'ont pas... Enfin, tu vois, Covid, c'était vraiment particulier et on s'est rendu compte que c'était un gros problème, c'est que les gens ne s'arrêtaient pas de travailler. Par exemple. Parce qu'en fait, tu étais confiné, tu restais chez toi, tu avais un peu... pas rien d'autre à faire que de travailler, mais c'était pratiquement ça, tu n'avais pas de limite. Avant, tu allais au travail, t'arrivais au travail, tu rentrais chez toi, c'était terminé. C'est une sensation physique qui se fait plus. Là, c'était en fait non-stop et on l'a tous vu, tu vois. Par exemple, moi, à titre personnel, c'est une période dans laquelle j'ai travaillé énormément. Tu vois, et c'était très bénéfique. J'étais très content de travailler autant, mais dans des entreprises peut-être plus traditionnelles et surtout pour beaucoup de collaborateurs, ça a été un vrai problème et les boîtes ont dû vraiment dire stop. Il faut vous arrêter là, en fait. Bien sûr, il faut segmenter. Et dans des boîtes où, tu vois, tu avais des cultures par exemple, dans le monde du conseil ou dans le monde de la finance, dans les banques, où les gens, tu sais, font des horaires de dingue, se terminent à minuit. En fait, pour la première fois, ils ont changé leur culture sur on met une limite, on dit aux gens de rentrer à 22 heures, tu vois. Ouais. En tout cas, il y a un shift aussi dans ces grosses structures sur la façon d'aborder la charge de travail. Ce n'était pas du tout le cas avant, en fait. Et chez vous, chez Aramis, donc sans revenir à l'époque du Covid, aujourd'hui, comme tu l'as dit en préambule, Julie, on est sur une crise du secteur automobile. Nous, on voit dans nos data Supermood qu'il y a un rapport au futur qui est vraiment distendu, où les gens veulent de la clarté et des certitudes sur le futur, alors que personne n'en a. Donc c'est un levier qui remonte. Vous, comment vous gérez ça chez Aramis? Par rapport à ces aspirations de mobilité, de progression qui sont de plus en plus fortes, par exemple. Par exemple, ouais. Oui, je confirme qu'on a des collaborateurs qui, chez nous, savent qu'ils vont se développer, savent qu'ils vont apprendre, savent qu'ils vont avoir des opportunités de mobilité, des changements de métier. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quelques années, on avait des aspirations de bouger au bout de 2 ans et demi, 3 ans. C'était un peu notre moyenne. Et là,
constate qu'on est sur des collaborateurs qui, au bout de 9 mois, parfois 12 mois, viennent nous voir en disant voilà, c'est quoi la next step maintenant moi, j'ai besoin de... Et la next step, est-ce que c'est je veux manager ou est-ce que c'est autre chose? Pas forcément. Pas forcément, ouais. Je suis d'accord avec toi, on constate sur le terrain. Le management est un métier qui est de moins en moins attractif. Donc, il faut que nous, on le rende attractif, parce que c'est un beau métier, il faut qu'on le valorise et qu'on aide aussi les managers à se sentir bien. Mais voilà, ça c'est un enjeu. Chez Aramis, on fait 250 mobilités par an, donc sur un équipe de 750, c'est pas mal. Et on accélère toujours plus le rythme auquel on fait ces mobilités, parce que nos collaborateurs sont en demande. On est là pour justement les développer, et donc on essaye de répondre. Donc c'est des mobilités à la fois verticales et à la fois horizontales sur tous les sujets. Chez Aramis, dans beaucoup de services, on recrute sans CV. On est vraiment sur un recrutement avant tout d'un collaborateur qui a envie d'apprendre, qui a envie de se challenger. Et une fois que justement il a acquis les réflexes et les outils sur lesquels on les forme, en fait, c'est très facile d'aller d'un métier à un autre. À part des métiers extrêmement techniques, mais on a des beaux exemples. Je ne veux pas développer là, mais en tout cas, des beaux exemples de passerelles. C'est hyper intéressant, et dans cette amélioration continue, ce qui était assez intéressant de voir chez Aramis, c'est que vous avez quand même une hétérogénéité de profil qui est assez forte entre le développeur, le mécanicien. Il y a un passif qui est complètement différent, voilà. Et ce qui était vraiment marquant, c'est que vous avez réussi à améliorer tous les leviers en parallèle. Et donc, on voyait par équipe qu'il y avait des équipes qui étaient dans le rouge, d'autres dans le vert. Et les équipes dans le rouge passaient dans le orange et dans finalement, vert clair, puis vert foncé, de façon vraiment parallèle. Et donc ça, c'est le signe d'une entreprise qui a réussi à décentraliser sur le terrain, ses actions. Donc ça vient, j'avais pas fait lire, mais ça vient aussi peut-être cette pollinisation, puisque vous avez beaucoup de mobilité, où les bonnes pratiques d'un département vont naître dans un autre. Je réalise à l'instant, et j'avais pas hyper intéressant. Parfait. Et en termes de justement préparer l'avenir, là vous avez le sujet de faire monter des gens très rapidement en compétences. Comment est-ce que vous le faites de façon top-down? Est-ce que vous avez quand même de la remontée du terrain qui vous dit j'aimerais monter en compétences là-dessus, on pourrait faire ça? Comment ça se passe? Alors, on a plein d'outils sur justement l'aide au développement, l'aide à l'anticipation des plans de succession. Donc, je pense qu'on est assez classique dans notre manière de fonctionner pour l'instant, mais on a quand même des beaux outils qui sont par catégorie. Par exemple, les équipes commerciales, il y a 250 collaborateurs qui sont animés via un cercle des talents qui nous permet de les aider à mesurer un peu où ils en sont très régulièrement et mesurer à travers une grille de compétences. Chez Aramis, on investit énormément justement sur la montée en compétences. Donc, on a mis en place des équipes de coachs au métier qui permettent de booster justement les collaborateurs. Ce sont des coachs internes. Des coachs internes, Donc, en fait, on va faire des zooms et des interventions de coaching en fonction des collaborateurs qui ont besoin de développer certaines compétences. Et donc, ça contribue à accélérer la montée en compétences. Voilà. Et donc, transition pour finir, il y a donc Aramis est en transformation continue, comme beaucoup d'entreprises. Et dans les transformations, il y a toujours des gens qui partent de l'entreprise, soit de façon volontaire ou involontaire. Est-ce que donc c'est l'offboarding? En tout cas, c'est un des processus qui est important dans ce processus de départ. Est-ce que Nathaniel, tu peux nous donner déjà une définition de l'offboarding, comment ça se passe? Bien sûr, Si tu peux être très très concret, on a des questions déjà là-dessus qu'on prendra, mais si tu peux être très concret sur quelles questions on pose, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bien sûr. Écoute, l'offboarding, en fait, c'est le processus de départ. Et donc, en fait, selon les types de départ, parce que parfois tu as des départs compliqués, tu peux personnaliser un parcours
qui va consister à cadrer, tu vois, toutes les étapes un peu administratives du départ. Il y a la notion de passation, c'est-à-dire comment tu t'assures que la connaissance est bien transmise aux différents collaborateurs. Tu as la notion de feedback aussi qu'on peut retrouver dans l'outil avec l'enjeu de pourquoi les gens partent, qui est très importante. Et puis, c'est vrai que le départ, comme tu l'as dit, c'est pas toujours forcé, c'est beaucoup de jeunes. On voit que l'alternance, par exemple, c'est un énorme sujet. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un départ de qualité pour garder le lien avec ces jeunes qui peuvent revenir demain dans l'entreprise. Tu vois, il y a l'effet boomerang. On le voit, ça, clairement, en fait, selon les types de boîtes, selon les boîtes, je crois que Charlie, il y en a. Ça peut représenter 20 à 30% des réembauches des anciens salariés. J'ai plus d'exemples en tête, mais je sais que chez Decathlon, c'est énorme. En fait, c'est un gros phénomène qui revient de plus en plus, surtout dans une logique de recrutement de jeunes. Tu vois, qui vont à un moment donné 1 an ou 2 ans ailleurs et puis qui reviennent à leur premier amour. Ils vont faire leur classe. Donc, ça, c'est la pratique d'offboarding. Et ce qui était intéressant, c'était ce baromètre Parlons RH sur l'expérience collaborateur. Il y a quelques années, l'offboarding était cité par 10-15% des gens comme une pratique qui les intéressait. D'accord, et en fait, pas mise en place, qui les intéressait, mais qui n'était pas mise en place. Aujourd'hui, on est passé à 30-35%. C'est une des mesures qui a le plus augmenté dans les pratiques d'expérience collaborateur. C'est en train de monter et nous, on le voit par rapport à nos demandes clients. C'est quelque chose qui monte énormément. Au départ, en fait, pour les chefs d'entreprise, mais en fait, non, mais pourquoi je vais investir sur un salarié qui part Et c'est vrai, c'est contre-intuitif, en fait. Mais si c'est présenté d'une autre manière, et en fait, tu vas investir sur ta marque employeur, tu vas faire revenir les personnes qui sont parties chez toi, tu vas créer des ambassadeurs. Présenté de cette manière-là, c'est un vrai ROI, en fait. Et donc, aujourd'hui, on voit que ça a un vrai intérêt, et on est très heureux avec Aramis d'avoir mis en place ce parcours d'offboarding il y a maintenant 1 an. Ça fait 1 an, ouais. Et Julie, les résultats ou en tout cas, ce que vous constatez concrètement? Ce qui est très intéressant dans le process qu'on a mis en place avec l'outil 18, c'est déjà d'avoir un INPS de départ. Et donc, on mesure. Alors, nous, on a fait le choix de le mesurer vraiment dans les derniers jours de la sortie du collaborateur pour justement comprendre quelle est son expérience à partir du moment où il a annoncé qu'il quittait l'entreprise. Donc, c'est pas à chaud le jour où il dépose sa démission. Exactement. Et donc, toute cette expérience, elle est super importante parce que on peut avoir, comme disait Nathaniel, des réalités très différentes et des vécus très différents. Et c'est extrêmement dommage parce qu'on peut des fois avoir des collaborateurs qui sont des stars dans l'entreprise et puis à partir du moment où ils annoncent leur départ, qui sont un peu mis au placard et du coup ça casse toute l'expérience collaborateur Aramis et donc je cite Aramis parce que en fait je sais pas pourquoi j'ai cité Aramis, je n'ai pas ce cas-là en tête, mais en tout cas nous on a choisi de mettre ça vraiment à la fin pour vérifier que l'expérience est bonne. Et tu vois, ce que Julien d'Aramis nous disait, c'est qu'en fait avant, ils faisaient cet entretien en physique et ils avaient beaucoup moins d'infos que ce qu'ils ont maintenant. Bien sûr. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée de l'avoir digitalisé par rapport à ce qu'ils faisaient avant. C'est confidentiel ou pas, les retours? Non, c'est pas anonyme. C'est pas anonyme, ok. C'est purement volontaire d'être transparent, justement, pour que le manager ait un retour. Mais par contre, l'entretien reste ultra important. L'entretien, il est fait, et c'est vrai, au moment où le collaborateur annonce son départ, il est fait à ce moment-là, puisque c'est ultra important de comprendre à minima les raisons du départ, d'essayer de comprendre les leviers de rétention éventuels, mais donc on a cet entretien qui est obligatoire. Et après, on peut en faire un autre. Le fiabiliser. On peut en faire un autre en fonction de ce qu'on a constaté dans le premier entretien. Et tu vois, le départ, c'est aussi un moment très déstabilisant pour les managers et ils ne savent pas comment l'annoncer aux équipes. Oui, tout à fait. Ils ne savent pas quand. Tu vois. Parce qu'en fait, pour les salariés eux-mêmes, parce qu'on dit n'en parle pas tout de suite. En fait, le salarié il en parle à ses équipes et tu vois, en fait, c'est un truc qui sait très vite. Donc, en fait, ça marche pas, tu vois. Faut être capable de l'annoncer assez vite. Et du coup, ce qu'on est en train d'intégrer, c'est de plus en plus de contenu, de coaching sur comment tu annonces un départ. Le manager, il peut se crisper aussi avec le collaborateur et rompre un peu la relation au moment du départ. C'est pas forcément quelque chose dont on a envie en tant qu'entreprise parce que
ça va un petit peu, ce que tu dis, damage la marque employeur, endommager la marque employeur. Donc voilà, tu as plein de sujets, de petites subtilités comme ça. Voilà, et qui impactent en fait derrière ta note sur Glassdoor. Nous, on le voit, je rebondis sur Supermood au niveau du groupe. C'est-à-dire que quand il y a une mobilité externe, comme on dit, soit d'un manager, soit d'un membre de son équipe, ça peut avoir un impact qui est démentiel au niveau de l'équipe. Et donc, c'est important d'être. Et là, on est sur une mesure qui doit être à minima mensuelle, parce qu'on est sur des temps où tout peut changer, comme tu disais. J'en parle à mes équipes, bon, ça donne à l'idée de l'autre. Moi aussi, j'ai les mêmes raisons de quitter l'entreprise que toi. Et donc, ça peut aller très, très vite. Donc, c'est important d'avoir un focus très fort sur ces termes. C'est un sujet très, très épineux, tu vois, qui est difficile. En plus, qui a des réalités très différentes selon les motifs de départ. Tout à fait. Donc, et le contexte de l'entreprise. Et voilà, tout à fait. Et tu vois, nous, en fait, on voit que c'est, tu pourrais dire l'offboarding, on le fait quand, par exemple, on a des licenciements en masse. Ouais. En fait, aujourd'hui, c'est pas le use case qui remonte le plus. L'offboarding, c'est plutôt utilisé par les entreprises qui veulent vraiment laisser une bonne impression et qui veulent soigner en fait un départ, pas dans le cadre de licenciement, mais plutôt dans le cadre de leur politique régulière de croissance et notamment d'image par rapport à des jeunes qui sont dans l'entreprise. Très clair, voilà. Superbe. Et on va conclure là-dessus. Est-ce que vous avez chacun un dernier truc à dire pour résumer un petit peu soit votre entreprise, soit ce qui s'y passe? Puis ensuite, on va prendre des questions. Nathaniel, non, un dernier mot, hyper intéressant avec Aramis. Pour nous, c'est un champion en fait des parcours. On voit que Aramis est hyper autonome et sur la création de parcours parce que l'outil permet justement de gérer tout type de workflow RH. Et donc, par exemple, là, on a noté notamment qu'Aramis avait utilisé l'outil pour aussi communiquer sur des signatures électroniques, ce genre de choses. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Aramis maîtrise complètement l'outil et s'en sert sur des cas d'usage que nous-mêmes, on n'avait pas imaginé. Ouais, ça c'est beau. Parce que l'outil permet de supporter tout type de process RH. Et donc, on a à cœur aussi de pouvoir faire continuer à évoluer l'outil avec vos retours, vos feedbacks et pérenniser cette relation sur des dizaines d'années. Super. Et Julie? Moi, vraiment, ce que je retiens, et encore une fois, avec mon regard un peu neuf chez Aramis, c'est que Supermood et Team ont vraiment contribué à améliorer l'expérience collaborateur de manière significative et ont contribué à générer du gain de temps pour les managers, mais aussi beaucoup pour l'équipe RH. Et donc ça permet, c'est essentiel parce que ça permet de se concentrer sur les sujets qui sont les sujets pour aller travailler les irritants et l'engagement au quotidien. Et en fait, il y a une autre réflexion que je me suis faite également en arrivant chez Aramis, c'était INPS mensuel que je ne connaissais pas parce que j'étais sur des modes un peu plus traditionnels avec la grosse enquête annuelle et les petites enquêtes flash. Cette INPS mensuel, c'est un vrai outil. C'est un vrai outil au service de l'entreprise, du management, de l'engagement et de la performance. C'est très exigeant parce que ça revient vite et ça nous demande d'être tout le temps en accompagnement des équipes et aux managers d'avoir cette attention permanente. Mais honnêtement, dans des contextes, on le voit, qui évoluent très rapidement, c'est extrêmement important, tu le disais tout à l'heure, d'être connecté et de réagir vite. Au terrain régulièrement. Donc voilà, super apprentissage. Eh ben super. Et un vrai plaisir de voir ce qu'a donné cette amélioration continue. Et on le voit de passer, gagner 50 points de NPS, c'est rare. Et c'est plein de petits cailloux qu'on a enlevés, plein de petites marches qu'on a réussi à franchir. Donc c'est quelque chose de superbe. Parfait. Et on va prendre les questions. Donc vous pouvez, c'est le moment, là on a environ 15 minutes de questions. N'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit dans la partie questions, c'est encore mieux. Nos équipes vont répondre en direct à certaines questions faciles. Par exemple, quel est le nom de l'outil d'offboarding? C'est A-Team, on va vous répondre directement. Et on va essayer de prendre quelques questions. Donc, je vais faire un petit artifice. Hop là. C'est parti pour les premières questions. Donc, désolé, on a un partage d'écran.
Pour les leviers d'engagement, vous avez évoqué le sens, la charge de travail. Quels sont les autres leviers? Ça, je me permets de répondre à celle-là, c'est notre métier. Donc, il y a ces 3 macro-leviers qui sont l'entreprise, le groupe et le métier. Et ensuite, au niveau, par exemple, du groupe, vous avez le sens d'équité, le sens de justice dans le groupe, que vous retrouvez au niveau de l'entreprise aussi. On peut être équitable et juste et avoir une justice organisationnelle, mais injuste au niveau local. Vous avez tout ce qui est relation à l'autre, donc relation avec le manager, relation avec les collègues, ce genre de choses. Vous avez le sens, vous avez le sentiment d'impact. Voilà, vous en avez une dizaine qui sont plus ou moins faciles à mettre en place selon votre entreprise. Et donc, c'est important de tous les mesurer parce que selon la génération, selon le métier, etc., vous avez des leviers d'engagement qui sont complètement différents et qui vont être priorisés différemment, pareil en fonction du contexte. Donc voilà, je serais incapable, par exemple, de vous dire quels sont les leviers d'engagement d'Aramis, parce que selon les populations, ils peuvent être complètement différents. Je vais pouvoir, une petite astuce, revenir au slide, comme ça, et puis on a une autre télé pour prendre les questions. Donc une question sur le feedback positif. Déployez-vous le feedback positif. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit peu. Et on dit que quand ça va pas, mais on dit pas quand ça va. Et pourtant, ça a un impact sur la productivité des équipes. Est-ce que chez Aramis, c'est quelque chose que vous avez travaillé, le feedback positif? Oui, moi, ça fait partie des leviers que j'ai toujours travaillé dans mes entreprises précédentes et qu'il me semble important de renforcer chez Aramis. Comme dans toute entreprise, je trouve en France, on sait qu'on n'est pas les meilleurs et les rois du feedback positif, c'est culturel. Et pour autant, voilà, je crois beaucoup et je l'ai expérimenté, c'est ultra puissant comme outil. Ça change tout et dans des contextes difficiles, on sait qu'il faut cultiver la positivité et montrer des marques d'attention dès qu'un collaborateur fait un effort dans un contexte où ça lui demande des efforts supplémentaires. Enfin, c'est extrêmement clé qu'on soit tous formés, et pas que les managers. Parce que bien sûr, ça va dans les deux sens. C'est aussi entre équipes et je crois qu'on parlait tout à l'heure de reverse coaching ou de créer des conditions de co-développement. Ça fait partie des outils. Exactement. Une petite astuce sur ce côté positif. On pose, nous, des questions ouvertes aussi sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et justement, on dit toujours qu'est-ce qu'on pourrait améliorer plutôt, et on crée de l'empathie. Donc, à la place de dire dans une équipe que fait mal votre manager, on va dire à la place de votre manager, que pourriez-vous faire pour améliorer tel point précis. Et donc, on tourne la question d'une question où je peux juste râler à une question où je suis obligé de penser solution. C'est plein de petites subtilités comme ça qui font que le dialogue est plus simple. Vous avez ce genre de... Alors, le feedback positif, tu vois, chez Team, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait en interne. Lors des team building, lors des séminaires, pour justement que ça soit, qu'on puisse faire remonter les choses positives, parce que c'est vrai qu'en tant que start-up, jeune entreprise, même entrepreneur, tu prends beaucoup de claques dans la porte, tu vois, faut dire ce qui est. Claques dans la porte. Tu m'as compris. Ça prend beaucoup de claques et de no-go, et donc c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être un peu décourageant et c'est pas forcément facile tous les jours pour les équipes, tu vois, qui rentrent dans des environnements hyper challenging. Et donc, c'est un truc que vous avez structuré en disant on donne 3 feedbacks positifs, ou c'est la culture finalement de Team? C'est une culture qu'on essaie, tu vois, très régulièrement, lorsqu'on se retrouve tous ensemble, de démarrer par un feedback positif. Ok, intéressant. Sur qu'est-ce qu'on a aimé aujourd'hui, exactement. C'est vraiment très concret, très actionnable, et ça fait du bien. Super. En codir, nous on fait les petites victoires. Donc, voilà, quelle est la petite victoire de la semaine? Complètement. Super. Avez-vous réussi à créer une véritable communauté managériale? Avec quels moyens? Ça, c'est intéressant parce que la réponse pour vous deux est oui. Je veux bien, Julie, si tu veux répondre. Alors la question de la création de la communauté managériale, elle est en effet essentielle. Avec quels moyens? Les moyens sont extrêmement nombreux. Chez Aramis, par exemple, on a des rituels où la communauté se réunit très régulièrement. On était hier
avec tous les managers de France, justement pour le lancement de l'année, puisqu'on en physique décalé, avec une partie en virtuel et une partie en physique. Ouais. Donc, on a vraiment ces moments-là réguliers, et puis c'est des moments aussi où on partage sur nos pratiques et on partage aussi sur nos pratiques qui doivent être cohérentes avec nos valeurs. Et donc, c'est ultra important cette question de la communauté, parce qu'on disait tout à l'heure, le métier du management est de plus en plus dur, en fait. Moi, c'est ce que je constate d'année en année. Et si on n'a pas ces moments où, justement, on partage, on fait partie de quelque chose. D'un groupe, et puis on est valorisé parce que, en effet, la communauté des managers, c'est des moments où on a accès à des informations qui sont spécifiques, qui nous aident. Et donc, la communauté managériale, il faut qu'elle soit animée de manière très régulière, parce que sinon, les managers ont tendance à être peut-être un peu isolés. Oui, tout à fait. La solitude managériale. Et donc, voilà, c'est plutôt des rendez-vous réguliers et plutôt des accès à des informations particulières. On a un fil Yammer avec une communauté manager qui partage des bonnes pratiques, qui partage des informations essentielles. Bon, on a pas mal de petites choses qui nous permettent d'animer la communauté. Et tout à l'heure, Nathaniel, tu disais que dès le début, pour les nouveaux managers ou pour l'onboarding, il y avait ce système communautaire de promo. C'est marrant parce que il y a plein d'outils sur justement animer des communautés de managers, mais par contre, aider les managers au bon moment par rapport à ce que vivent leurs collaborateurs, c'est pas justement développé par ces outils de communauté. L'intérêt d'un outil, si je pitch un peu l'intérêt d'un outil comme A-Team, c'est de pousser la bonne information au bon moment. Et donc pour le manager, c'est d'avoir l'info sur les évals juste avant les évals, c'est d'avoir les infos sur comment gérer un retour congé mat au moment où son collaborateur revient. Donc en fait, on va nous aussi finalement avoir un système d'animation, mais qui n'est pas de l'animation, ce qu'on peut retrouver sur des réseaux sociaux, mais qui est plutôt en fonction du moment vécu par ces équipes, d'avoir la bonne info au bon moment, aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes, c'est intéressant, pour prendre la bonne action. Exact, pour prendre la bonne action. Et c'est pour ça que je rajoute aussi, je rebondis sur Supermood, puisque la communauté managériale, elle est très animée via les INPS mensuels, parce que nous, on est vraiment tous voilà, très en soutien les uns des autres. Quand on a, il arrive que même quand on a pris 50 points chez Aramis de l'INPS, il arrive d'avoir des managers qui prennent un INPS à moins 100 sur un mois. Et donc, évidemment, c'est très difficile à vivre. Voilà. Et donc, la communauté managériale, elle arrive en soutien. Elle arrive à soutien et on s'anime. Et puis, l'équipérage, il est vraiment là aussi. C'est une des prochaines étapes pour nous chez Supermood, c'est d'arriver à créer ces bulles où les managers peuvent se retrouver. Donc, un des formats, c'est une visio de 40 minutes, un peu structurée sur un thème de co-développement. Donc, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup parce qu'il y a cette métrique de température. Donc, on a la lampe torche qui nous dit voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas. Ensuite, il faut passer à l'action. Et donc, on pense que le moyen le plus puissant de passer à l'action, c'est grâce à ces communautés internes où il y a forcément eu quelqu'un qui a eu la même problématique en interne. Super, on va prendre... D'ailleurs, si vous avez des questions sur A-Team ou sur Supermood, voilà la slide pour nous contacter. Et donc, dans les derniers... Une question sur comment engager le top management dans ces questions d'intégration et de fidélisation, sachant que certains ne sont pas à l'aise avec la notion. Allons-y. Peut-être je vais me permettre de rebondir sur ça, parce que j'ai envie de te poser la question inverse, c'est quel serait le résultat si vous ne faisiez rien finalement. Donc aujourd'hui, on voit justement le top management qui est de plus en plus mobilisé sur ces sujets, mais on ne peut pas investir autant en recrutement et ne rien faire pour garder nos talents en fait. Et le sujet, il est tellement fort qu'on voit aujourd'hui des présidents, des COMEX venir dans les démos, venir dans les pitchs et vraiment nous raconter ces problèmes, parce qu'on ne voyait pas encore il y a 2-3 ans. Et donc aujourd'hui, je pense que pour convaincre le top management, c'est justement de mettre en avant le ROI très concret de l'impact, par exemple, de l'onboarding sur la fidélisation. Et c'est assez vendeur, tu vois, pour un COMEX. Et essayer de quantifier avec des données financières ou opérationnelles l'impact de l'humain. Exactement. Exactement, on parlait un peu du coût du turnover. Pour le coup, c'est vrai que sur l'onboarding, il y a énormément de statistiques. Enfin, tu tapes onboarding stats, tu vas voir
énormément de contenu et de choses qui existent. Et donc, c'est vrai que pour les équipes RH, c'est assez intéressant d'avoir une mesure, ce que je disais un petit peu au début, hyper concrète, hyper actionnable, qui n'est pas bullshit. Tout à fait. Et voilà. Donc, après, il y a d'autres leviers sur lesquels. Je pense que c'est important un des trucs où je prends Aramis comme exemple, c'est le fait de dire s'il n'y a pas de mesure, c'est très dur de se rendre compte déjà ce qui va pas, mais aussi de se rendre compte que les petits pas au fur et à mesure ça paye. Parce que honnêtement, si j'avais été DRH chez Aramis il y a 4 ans, je pense qu'au bout de 3 mois, je me suis dit Et là, chaque mois, on voit qu'on gagne des points et on voit qu'on augmente. Et donc ça, c'est un argument aussi pour les COMEX de montrer, parce qu'il y a un temps long entre l'engagement collaborateur et les résultats opérationnels. Enfin, long, ça dépend des métiers, ça peut être quasi instantané, mais il faut montrer les tendances. Et donc c'est sans métrique très compliqué de discuter avec un COMEX. Non, c'est clair. C'est sûr que si tu peux appuyer ça par de la data, surtout on sait que l'enjeu humain, c'est compliqué d'avoir des ROI directs, d'avoir des data. On va dire que les équipes RH sont un peu les moins bien lotis, tu vois, par rapport à d'autres métiers comme le marketing, les sales, sur justement la data RH. C'est un sujet qui est en train de monter de plus en plus. Et les équipes RH sont en train aussi de s'acculturer finalement à ces enjeux de data. Très vite. Et ça, du coup, elles deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus crédibles pour monter dans les COMEX et pour justement aller appuyer des stratégies de fidélisation, de montée en compétences, qui peuvent être, alors, je ne vais pas dire au service, mais en tout cas en parallèle de la performance financière de l'entreprise. Je pense qu'on est tous convaincus ici de l'impact direct, voilà, mais on a peut-être un peu biaisé. Mais en tout cas, c'est vrai que... on est biaisé parce qu'on le voit. Si on voit les résultats... Non, mais voilà, exactement. Donc, ça vous l'apporte aussi, tu vois, sur des sujets de diversité, d'égalité, sur parité homme-femme, etc. Super transition. Dans une autre question, parce qu'on va prendre encore une ou deux questions. On pourrait parler longtemps, en fait. Je me rends compte que c'est bien. Et sur les sujets RSE, environnement, sur les questions de l'engagement, Julie, question qui gratte un peu, mais justement, chez Aramis, tu parlais des mobilités douces, etc. Comment c'est vécu par les collaborateurs? Est-ce qu'on est sur un rejet ou au contraire, truc en se disant il faut qu'on se transforme? Comment ça fonctionne? Complètement, c'est au cœur de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, chez Aramis, on a une attractivité du fait qu'on soit un des acteurs de l'économie circulaire. On a inventé le reconditionnement des voitures, on a été les précurseurs et maintenant on a un vrai savoir-faire, on a pris une heure d'avance en matière et c'est extrêmement important pour beaucoup de nos collaborateurs de voir qu'on continue à prendre des longueurs d'avance sur notamment tout ce qu'on peut mettre en place pour réduire nos émissions CO2. Donc on travaille évidemment activement sur le recyclage de tout ce qu'on utilise en centre de reconditionnement. Il y a beaucoup d'initiatives sur lesquelles on travaille. Et en effet, c'est un élément de sens que nos collaborateurs viennent chercher et sur lesquels ils nous questionnent et sur lesquels ils souhaitent s'engager. Chez Supermood, de ce qu'on voit, alors on n'a pas encore assez de recul, mais la crise de l'énergie qui s'annonce en hiver réveille quand même et concrétise beaucoup des consciences. Et donc, on voit dans les verbatims, on voit même dans certaines questions qui sont posées par nos clients, cette question de l'énergie, cette question de la mobilité, cette question qui recoupe le sens, qui recoupe la vision du futur, mais on voit une explosion depuis septembre, en tout cas, sur ces sujets-là. Parfait, on va finir là-dessus. Donc, merci à toutes et tous pour l'écoute. On espère que ça vous a plu. On peut pas prendre toutes les questions, on est désolé, mais il y en a sur le coup, il y en a plein, et on est contraint par le temps. Donc vous allez recevoir le replay, vous allez recevoir les slides. Si vous souhaitez rebondir pour poser des questions, donc soit des questions sur les outils, mais aussi sur le contexte d'Aramis, etc., envoyez-les à Hugo ou Maxime, on va tout compiler, et puis souvent on fait un article derrière que vous pourrez retrouver sur les blogs d'A-Team ou de Supermood. Et on va essayer de vous donner un maximum d'informations et de rebondir sur les questions. Et avant peut-être que les gens partent, si vous voulez nous laisser un feedback, puisqu'on est dans l'univers du feedback, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur le chat sur justement comment vous avez apprécié cette session et nous dire voilà, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être moins plu, pour qu'on puisse aussi améliorer ces webinaires. Donc faites-nous un petit coucou sur le chat et ça nous fera plaisir. Super. Et on coupe là. Merci beaucoup tout le monde. Merci.